Eh bien, bonjour à tous et bienvenue à vous sur la plateforme Actel-Match. Mon nom est Marine Giraud, je suis en charge de l'organisation technique du webinaire dédié aux nouveaux enjeux du développement durable dans la filière mode et luxe, organisé par la filière Carnot, Cara. Donc, nos intervenants sont là. Avant de leur donner la parole, je voulais simplement vous donner à vous quelques informations sur l'interface, l'objectif étant que vous soyez le plus à même possible d'interagir avec nous, nous poser vos questions et de profiter au maximum des enseignements de ce webinaire. Alors, la première chose que vous devez savoir, c'est que, en fait, la capsule audiovisuelle où vous nous voyez en webcam, elle est certainement un petit peu au milieu de l'interface. Vous avez, en fait, ce petit icône-là pour pouvoir la basculer en haut à droite. Ça va vous permettre de libérer l'espace au centre et, du coup, d'avoir une expérience certainement plus confortable. On va vous mettre en place un module de questions-réponses qui va être associé au chat. Donc, vous allez avoir deux canaux, en fait. Un canal commentaire, si vous voulez nous donner des commentaires typiquement techniques sur votre expérience, son image, si vous avez des questions sur ces sujets-là. Et surtout, un canal pour les questions. Si vous utilisez, en fait, le petit point d'interrogation avant d'envoyer votre message, alors, je vais activer tout de suite le module, comme ça, vous allez le voir dans votre chat. Ah ben, faut que je revienne par contre sur ma présentation. Voilà. Donc maintenant, vous avez ce petit point d'interrogation qui est apparu. Vous pouvez l'utiliser pour poser une question et quand on en sera à la partie questions-réponses, ce sera plutôt en fin de session, on va pouvoir promouvoir vos questions dans l'interface au milieu, donc ce sera très explicite pour les différents intervenants. Si vous avez besoin d'aide et que vous voulez nous faire part de petits commentaires, vous avez la petite main ici que vous pouvez actionner aussi pour transmettre des petits messages vous concernant. Si jamais vous avez une difficulté pour nous entendre au niveau du son, ça peut arriver si votre bande passante n'est pas suffisante et auquel cas vous pouvez ne pas forcément avoir une très belle expérience sonore. Donc vous pouvez vous connecter par téléphone si vous le souhaitez. Vous avez un tableau d'événements en haut à droite qui vous permet d'accéder à un numéro de téléphone et un code participant pour vous connecter à l'audio dans la salle. Donc, n'hésitez pas si jamais c'est le cas. Voilà, donc c'était tout pour la petite introduction. Je vais laisser la parole à Lilian qui va introduire donc la filière Cara. Merci à tous et excellent webinaire. Merci Marine. Donc bonjour à tous, Lilian Martinez de l'Institut Carnot, ingénieur à Lyon. Dans un premier temps, je vais vous parler plutôt rapidement de cette filière, Cara, qui rassemble plusieurs instituts Carnot. Je vais commencer peut-être par vous dire ce que c'est qu'un institut Carnot. L'Institut Carnot, en fait, c'est un regroupement de laboratoires publics de recherche, de centres techniques, souvent localisés sur certaines régions, mais typiquement là sur la filière Carat, on a 3 instituts Carnot qui se sont structurés en réseau, donc il y a les mines, il y a Ingénieur à Lyon, dans lequel j'appartiens, il y a le Carnot Mica. Donc derrière ces Carnot, il y a un label. Concrètement, qu'est-ce que c'est que le Carnot? C'est un label de qualité. Qualité de la recherche, c'est-à-dire des laboratoires, des centres techniques avec un niveau élevé de recherche scientifique, c'est-à-dire beaucoup de publications de rang A, si ça parle à certains. L'autre critère pour être labellisé Carnot, c'est aussi des laboratoires aguerris à la recherche partenariale, c'est-à-dire des laboratoires qui ont l'habitude de travailler avec des industriels dans des contrats de recherche, donc avec des industriels, donc des entreprises privées, bien sûr. Voilà, c'est 2 critères principaux pour être Carnot. Donc là, 3 Carnot se sont structurés pour adresser le secteur mode et luxe. Donc aujourd'hui, vous allez voir, on va plus particulièrement parler du développement durable. Il faut savoir que les premiers travaux sur cette filière mode et luxe, cette filière elle existe depuis 5 ans. Elle a permis de mettre en œuvre un certain nombre de démonstrateurs, c'est-à-dire des laboratoires ont travaillé sur des preuves de concept justement à mettre en avant au secteur mode et luxe et pour les inspirer. Donc ça, on ne va pas en parler aujourd'hui, mais sachez qu'il y a des démonstrateurs. Donc vous pouvez aller sur le site internet de la filière Carat et vous verrez tous ces démonstrateurs.
Aujourd'hui, on va faire un focus sur l'enjeu stratégique développement durable. Donc ça, c'est les 5 enjeux qu'on a identifiés. Aujourd'hui, donc on parlera que du développement durable. Pour vous donner une idée des proportions là, des personnes qu'il y a derrière ces carnaux, c'est quand même 70 laboratoires, 17 plateformes, 4000 experts. Voilà. Donc, si vous avez quelque chose à retenir, les carnaux, ça va être des experts et des plateformes à disposition des entreprises. Donc, si j'avance un petit peu, bon, donc vous avez compris qu'on est sur des projets de R&D qu'on va pouvoir réaliser en collaboration avec vous. Après, comment on va financer tout ça? Donc, le levier le plus important, le plus intéressant encore aujourd'hui, c'est le crédit d'impôt recherche. C'est-à-dire que là, en travaillant avec des laboratoires publics de recherche, vous avez un doublement du CIR. Donc, vous devez connaître, j'imagine, le crédit d'impôt recherche, hein, qui est de 30%. Avec un laboratoire public de recherche, vous doublez. Donc, vous passez à 60% des dépenses. Vous pouvez déduire de vos dépenses globales sur des projets en collaboration. Il y a aussi des projets, on ne va pas entrer dans le détail, mais il y a des projets courts, des projets longs. On peut commencer par des projets type projet de fin d'études, prestations avec le laboratoire. On est sur des petits projets 6 mois, 1 an pour apprendre à se connaître. Et ensuite, on va aller sur des projets un peu plus longs, hein, des thèses de doctorat, par exemple, des thèses CIFRE, ça marche très bien, ça. Et après, quand on se connaît vraiment, on peut aller sur du laboratoire commun, c'est-à-dire on partage des feuilles de route entre la roadmap R&D de l'entreprise et la roadmap de nos propres labos, de nos propres instituts. Voilà. Donc, vous avez compris, aujourd'hui, on va parler en nouveaux enjeux du développement durable. Donc, vont se succéder plusieurs orateurs. On va commencer par Cyril Baldacchino de MICA qui va vous donner une vision plutôt globale de tout ce qui est tous ces enjeux-là pour le secteur. Et puis, je vous invite aussi, comme vous le voyez sur cette dernière slide, à venir nous rencontrer lors des rendez-vous Carnot. Là, c'est prochainement, là, 18 et 19 novembre. Là, vous aurez vraiment tous les Carnots de France. Donc, c'est quand même 39 Carnots qui présentent tous leurs moyens R&D, que ce soit experts ou plateforme. Donc, voilà, je vous invite à cet événement. Et je passe rapidement la parole donc, à Cyril Baldacchino qui va rentrer dans le vif du sujet. Cyril, c'est à toi. Bonjour, merci Lilian de l'intro. Oui, effectivement, moi aujourd'hui, mon rôle, ça va être plus de parler des enjeux du développement durable et des méthodologies pour pouvoir y répondre. L'idée, c'est de faire une présentation un petit peu globale qui présente les enjeux et donc le cadre d'action qu'on peut mettre en place derrière, pour découler après sur 2 autres présentations qui seront plus des thématiques tournées autour des solutions qui peuvent être apportées aux entreprises qui se posent des questions sur ces thématiques-là. Donc très rapidement, moi je travaille donc au sein de l'APESA, qui est un centre de ressources technologiques spécialisé sur les thématiques environnement et développement durable. On fait partie de l'Institut Carnot MICA et le cœur du métier des équipes avec lesquelles je travaille, c'est justement sur les thématiques de l'éco-conception, de l'évaluation environnementale et de l'éco-innovation, donc aller au-delà de l'environnement dans le développement de produits, mais intégrer les dimensions sociales et les dimensions business model des entreprises. Donc, pour revenir sur quelques éléments de contexte, quand on parle de solutions pour un développement durable dans les filières mode et luxe, du coup, l'idée, c'était déjà de redéfinir un petit peu ce qu'on entendait par luxe et mode, parce que les approches de prise en compte de l'environnement et des thématiques du développement durable peuvent être un peu différentes selon le type de filière auquel on s'intéresse. Et donc, si on prend la définition d'Adam Smith, qui était un peu le père de l'économie moderne, la définition du luxe était qu'il y a luxe lorsqu'on s'éloigne de la nécessité. Donc une définition qui peut paraître un petit peu péjorative dès qu'on commence à parler de filière luxe, une définition un peu plus communément acquise est que du coup la thématique du luxe est plutôt définie par ce qui est cher ou ce qui est rare. Et on note que des études qui datent de 5 ans montrent qu'on a un peu plus de 55% des Français acheteurs du luxe qui estiment que luxe et développement durable sont contradictoires dans leur ADN même.
Donc, ça peut être peut-être un petit peu étonnant de considérer ça, parce que je pense que en même temps, quand on regarde les thématiques et quand on regarde les caractéristiques qu'on retrouve sur les produits de luxe, souvent on fait le lien avec le luxe qui est synonyme de qualité exceptionnelle dans les produits. Et à partir de là, on arrive à assez facilement croiser les valeurs du développement durable avec les valeurs qu'on va retrouver autour des produits dits de luxe. Donc typiquement, si on prend quelques exemples de qualificatifs de produits rattachés à l'industrie du luxe, on va avoir des produits fabriqués en petite quantité, donc qui vont pas trop avoir d'impact sur l'épuisement des matières premières naturelles et qui va préserver aussi la pérennité du métier. On va avoir des produits qui vont être réalisés en partie à la main, en faisant appel à un artisanat souvent local et de qualité. On va faire appel à des produits qui vont manifester un savoir-faire historique et donc qui vont maintenir une culture locale sur les territoires dans lesquels ces produits sont développés. Et on va avoir des produits qui sont plutôt faits pour durer, donc qui vont répondre à une exigence de durabilité. Et tous ces critères-là, tous ces indicateurs-là, faible épuisement des ressources et des matières premières, sauvegarde du patrimoine, exigence de durabilité, allongement de la durée de vie, c'est des thématiques qu'on intègre et qu'on essaye de promouvoir quand on se lance dans des démarches d'éco-conception, qui est un outil du développement durable. Donc, avoir vraiment cette vision un petit peu globale sur le cycle de vie du produit et faire en sorte que nos produits puissent épuiser le minimum de ressources tout en gardant le même niveau qualitatif et avoir une durée de vie qui est la plus rallongée possible. Donc, quand on regarde par contre sur la thématique de la mode, donc c'est un secteur qui est quand même particulièrement mis en avant ces dernières années sur les thématiques de l'impact environnemental. On considère aujourd'hui que l'industrie de la mode au sens large génère 20% des eaux usées, 10% des émissions de carbone générées dans le monde. Donc, on considère que ça représente à peu près l'équivalent des émissions générées par tous les vols internationaux et le transport maritime, et donc presque autant que l'impact carbone total de l'Europe. Donc, un vrai levier d'amélioration sur ce secteur en particulier. En termes de déchets, on considère que chaque seconde, on a l'équivalent d'une benne remplie de vêtements qui est enfouie ou brûlée sur la planète, et que l'industrie du vêtement à elle seule compte pour 6,7% des émissions de GES, dont 50% proviennent de 3 phases: la production du fibre dans un premier temps, la préparation du fil, et du coup la phase qui va être potentiellement la plus impactante, toute la phase d'ennoblissement et de teinture. Donc, les modèles montrent que le secteur de la mode comptera pour un quart du budget carbone mondial à l'horizon 2050. Et on a aussi des effets induits liés au secteur de la mode. C'est que, par exemple, toute la thématique des microfibres et des microfibres plastiques qu'on retrouve dans les océans, on sait aujourd'hui par diverses études qu'il y a énormément de rejets de ces fibres qui sont issus du lavage des vêtements et des fibres, notamment des fibres synthétiques. En parallèle à ça, on a une étude récente anglo-saxonne qui montre que la durée de vie moyenne d'un vêtement a tendance à se réduire, que les vêtements sont portés moins de 10 fois en moyenne, et que cette durée de vie est d'une moyenne de moins de 2 ans et 3 mois pour un produit textile au sens large. Donc, si on fait le lien entre la mode et le luxe et le secteur du vêtement dans le domaine du luxe, on voit que c'est quand même contre-intuitif par rapport à ces éléments, parce qu'en général, les vêtements de luxe sont plutôt des produits qui sont faits pour durer. Et donc, l'idée, là, c'est pas de mettre en parallèle toute la thématique de la fast fashion et du secteur textile dans le domaine du luxe, mais bien de montrer qu'il y a quand même une vision des consommateurs du produit de luxe qui est un petit peu différente de la réalité de ce qui se passe sur le reste des secteurs de la mode. J'ai rajouté ce graphique. Alors il n'est pas forcément très visible là, si vous avez un petit écran. C'est un graphique qui a été produit par la fondation Ellen MacArthur. Merci pour le zoom, qui en fait met en parallèle la croissance des ventes de produits textiles entre 2000 et 2015 et en même temps le nombre d'utilisations. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est qu'on a des industries qui génèrent de plus en plus de produits qui sont mis sur le marché,
et des consommateurs qui vont utiliser de moins en moins souvent leurs produits. Et on a même un mode de consommation des produits qui est complètement indépendant de l'augmentation du pouvoir d'achat au niveau global sur la planète. Donc très clairement, dans l'industrie de la mode, on est encore aujourd'hui à avoir des consommateurs qui vont avoir tendance à beaucoup acheter de produits et à les porter de moins en moins. Il y avait eu des études qui avaient été faites par une université de Lille qui étaient assez intéressantes sur la vision que les consommateurs de produits textiles avaient, et notamment des produits de mode, par rapport aux thématiques du développement durable. Et en fait, on s'était rendu compte qu'il y avait une très mauvaise connaissance des enjeux environnementaux liés au secteur du textile. Les consommateurs ne savaient pas forcément où étaient générés les impacts, sur quelle phase du cycle de vie et sur quel type d'indicateurs. Et le premier réflexe était de dire oui, ce qui doit impacter le plus, c'est le transport des produits finis, alors qu'en fait, on se rend compte que dans le cycle de vie, il y a vraiment d'autres leviers à mettre en œuvre. Donc, c'est assez intéressant, c'est un secteur qui est assez significatif pour ça. C'est qu'on a du mal à identifier pour le consommateur moyen d'où viennent les impacts, et qu'après, il y a une espèce de notion où même si les personnes savent que l'achat de textiles peut avoir des impacts sur l'environnement, ils ont quand même du mal à se réfréner parce que il y a une dimension affective assez forte entre l'achat d'un produit textile, le comportement d'achat et la relation que le consommateur va avoir avec son produit. Donc il y a des vrais leviers de communication et de pédagogie ou d'éducation que les marques peuvent mettre en place. Donc, en contrepartie de ça, si on peut juste réduire la taille de la slide, la France est aujourd'hui le premier acteur mondial de la mode et du luxe. On a un quart des ventes mondiales qui sont réalisées par des entreprises françaises. On a des milliards d'euros de chiffre d'affaires direct et une part du PIB qui est assez importante. Et on considère qu'une entreprise industrielle sur 13 travaille en France dans le domaine de la mode et du luxe. Et en parallèle, vous avez des initiatives qui se multiplient, qui sont soit portées par des organismes internationaux. Donc là, au milieu, vous avez les objectifs de développement durable des Nations Unies, dans lequel on a la production et la consommation soutenable, des thématiques qui sont en lien avec les activités industrielles. Vous avez des organisations qui se mettent en place autour de l'activité, notamment sur le secteur de la mode, Fashion Revolution, pour essayer de revoir un petit peu les modèles économiques des secteurs de la mode. Des thématiques comme Who Made My Clothes pour rechercher un peu, avoir une traçabilité et comprendre un peu tout l'enjeu de la supply chain autour de la logistique. Et même à l'échelle du territoire français, vous avez le Fashion Pact qui a été signé par la présidence lors du G7 de Biarritz l'an dernier, qui pousse vers un engagement des entreprises de la mode et du luxe pour aller vers une réduction des impacts environnementaux au global. Donc très clairement, on voit qu'il y a des leviers législatifs et réglementaires qui sont aussi en train de se mettre en place. Il y avait une étude aussi qui était assez intéressante et qui montrait que suite à un questionnement à des acteurs dirigeants de marques, d'enseignes de distribution sur des articles de mode et de luxe, sur les différentes thématiques qu'elles devaient mettre en place pour re-questionner leur modèle économique dans les années à venir, la thématique de la RSE était positionnée par 100% des acteurs comme un levier vraiment très très important pour avancer sur ces sujets-là. Donc l'idée, c'est que vraiment, il faut travailler sur les thématiques de la RSE, donc responsabilité sociétale et des entreprises, donc qui intègrent évidemment la thématique environnementale, parce qu'il y a un cadre législatif qui devient de plus en plus contraignant, avec la loi économie circulaire, les thématiques d'affichage environnemental, des standards européens qui sont en train de se développer, et une vraie attente des consommateurs aujourd'hui vers des démarches de consommer moins mais consommer mieux, des démarches de zéro déchet, avoir une vision beaucoup plus claire de la provenance de leurs produits et des questions de traçabilité, de transparence liées à la communication des entreprises. Donc, face à ça, comment agir? Le cœur de ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que le conseil qu'on peut donner aux entreprises, c'est de travailler sur la raison d'être de l'entreprise. Donc, la raison d'être de l'entreprise, c'est son offre commerciale. C'est pas la peine de mettre en avant des stratégies de RSE où on va changer les lampes pour avoir moins de consommation d'énergie dans les bureaux si on n'a pas un levier d'action vraiment effectif à faire sur le produit, sur le cœur de métier de l'entreprise. Donc, sur la dimension environnementale, l'aspect intéressant à travailler, c'est la thématique d'éco-conception. Donc l'éco-conception, il y a deux impératifs. Avoir une prise en compte
globale de l'ensemble du cycle de vie des produits, donc bien identifier les impacts environnementaux qu'on va générer sur chaque étape du cycle de vie et avoir une vision multicritère en regardant des impacts potentiels sur le réchauffement climatique, mais en regardant aussi en parallèle d'autres types d'indicateurs pour pas avoir le risque de faire de transfert d'impact. La deuxième approche, c'est d'aller un petit peu au-delà de l'éco-conception et d'avoir une stratégie que nous, on nomme éco-innovation, qui va au-delà de la thématique juste environnementale qui est tournée autour du produit et de la dimension liée aux impacts sur l'environnement, mais avoir vraiment une approche globale et intégrer les dimensions sociales, sociétales et stratégiques dans l'offre de l'entreprise. Et donc ça permet de développer des stratégies RSE, de repenser potentiellement des modèles économiques et d'avoir vraiment des interactions avec l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise. Donc, ça permet de développer des démarches qui permettent d'éco-innover d'un point de vue opérationnel au niveau des produits, de repenser son modèle économique et encore une fois, de remettre en place une stratégie d'entreprise. Donc, nous, c'est sur ces sujets-là méthodologiques qu'on accompagne les entreprises. Donc, on a travaillé, ça fait une dizaine d'années qu'on travaille avec les chercheurs qui sont intégrés dans la structure pour développer des méthodologies qui soient applicables de façon assez simple par les entreprises. Donc ça a abouti à toute une méthodologie qu'on peut développer pour accompagner tout type d'entreprise dans différents types de secteurs. Mais s'il y a un enjeu à retenir en particulier aujourd'hui, c'est que typiquement, il va falloir travailler sur le produit et le couple produit-emballage. Quand on analyse l'impact environnemental ou quand on réfléchit à innover d'un point de vue environnemental sur son produit, on ne dissocie jamais le couple que fait le produit avec son emballage. Et donc, le deuxième point impératif à ne pas oublier quand on met en place ce type de démarche, c'est bien d'avoir une vision globale sur l'ensemble du cycle de vie et d'avoir une vision multicritère. Donc, l'idée aujourd'hui, c'était juste de vous diffuser un petit peu ces grandes tendances et ces enjeux un petit peu de façon assez générale et pouvoir du coup enchaîner sur les présentations suivantes avec Fabrice, donc qui va vous présenter les travaux qui sont générés autour des packaging et notamment autour de la thématique des packaging biosourcés. Et dans un second temps, Tatiana qui interviendra sur une approche plus tournée sur la gestion du coup de la fin de vie des produits avec une thématique autour de l'upcycling des produits. Donc du coup, Fabrice, je te laisse prendre la main sur la présentation. Merci Cyril. Donc je me présente. Donc moi je m'appelle Fabrice Gouanvé. Donc je suis maître de conférence au laboratoire d'ingénierie des matériaux polymères donc à l'université de Lyon. Et la présentation que je vais vous faire a pour titre matériaux biosourcés pour le packaging. Alors dans tout secteur, l'emballage des produits a pris une grande importance. Alors pourquoi? Puisque l'emballage présente différentes fonctions. Donc la première fonction ici, ce sera donc de protéger le produit donc, tout au long de la chaîne de distribution. L'emballage a également un rôle donc, de conservation et de préservation des qualités donc, du produit. Il a un rôle également donc, d'information par rapport donc, à l'étiquetage et un rôle également donc, commercial qui est donc d'attirer donc, le client. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'emballage, c'est si ce n'est le premier élément qui va inciter donc le consommateur à choisir un produit plutôt qu'un autre. Et également, donc, cet emballage va permettre donc, au producteur d'entrer en contact avec le consommateur en lui vantant les mérites donc, du produit qu'il faut donc emballer. Alors, différents matériaux donc, sont utilisés dans le domaine donc, de l'emballage. Les plus utilisés donc, sont donc, les polymères. Donc, pourquoi on va utiliser donc, les polymères? Parce que ces matériaux sont peu chers, ils sont légers, ils sont faciles également donc, à mettre en forme, ils sont potentiellement transparents et ont des propriétés mécaniques donc, modulables. Ça peut aller donc, des matériaux rigides aux matériaux souples. Alors, quand on parle de matériaux polymères, donc, la majorité d'entre eux sont d'origine donc, pétrosourcée. Donc, si vous regardez donc le camembert que je vous ai mis ici, donc en bleu, ici en bordeaux, donc vous avez donc le polyéthylène sous forme donc souple et rigide. Là, ici en vert, vous avez donc le polypropylène. Donc, ces deux en fait polymères donc représentent près de 3/4 ici des polymères qui sont utilisés dans le domaine donc, de l'emballage. Ensuite, on a donc le polyéthylène terephthalate qui lui sera utilisé donc pour tout ce qui est flacon et bouteilles. Et vous avez donc le polystyrène qui soit sous forme expansée ou sous forme non expansée. Et on a ici donc 3% donc d'autres matériaux.
Alors, l'inconvénient de ces matériaux pétrosourcés, ben, d'abord, c'est qu'ils sont donc issus du pétrole. Ils ont un impact environnemental qui est important et également donc la gestion de leur fin de vie pose donc problème. Alors, l'idée ici, ce serait donc de partir sur des matériaux donc biosourcés. Donc, pourquoi ces matériaux-là? Donc, la première ici donc raison, c'est pour préparer à la raréfaction donc des ressources fossiles. Ça permettrait également de réduire l'impact environnemental. Ces matériaux donc biosourcés peuvent présenter ici donc de nouvelles fonctionnalités telles que la biodégradabilité. Ça permet également donc d'anticiper les normes et les législations donc qui sont à venir. Et du point de vue également donc marketing, ça peut permettre d'avoir une différenciation donc par rapport aux différents concurrents. Alors, donc ici, c'est que j'ai parlé donc de biosourcés. Donc, je vais vous donner quand même la définition donc, de matériaux donc biosourcés ou bio-based en anglais. Alors ici, ce sont donc des matériaux qui sont fabriqués en partie ou en totalité à partir donc de ressources biologiques renouvelables. Et le plus souvent, ce qui est utilisé quand même, ce sont donc des ressources végétales. Alors, il y a 4 catégories donc d'agro-ressources. Donc, la première, donc, ce sont les huiles végétales. Ensuite, on a donc l'amidon avec donc le blé, le maïs, les pommes de terre ou encore donc le manioc. Donc, vous avez également donc du sucre issu donc de la betterave ou de la canne à sucre, et également donc de la cellulose. Alors, chose importante également, donc il faut noter ici, c'est que le matériau donc biosourcé n'est pas nécessairement respectueux de l'environnement, et surtout que le matériau biosourcé n'est pas forcément biodégradable. Alors, quand on parle de matériaux biosourcés, donc ici, on distingue deux catégories. Donc, la première, ce sont donc des matériaux biosourcés qui ont une structure chimique donc identique à celle qu'on va retrouver pour les matériaux donc pétrosourcés. Donc, là, on va retrouver donc le polyéthylène terephthalate. Ou encore, donc, on a donc des matériaux ayant une structure chimique qui sera donc complètement différente de ce qui est fait à partir donc des pétrosourcés, avec une structure donc innovante. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter ici, dans un premier temps, donc un exemple où on a donc du polyéthylène donc totalement green, donc biosourcé, où on va partir donc obtenir donc des monomères donc biosourcés. Alors le processus donc est le suivant. Donc on va partir ici donc de plantation. Donc c'est souvent donc des plantations de canne à sucre. À partir donc de cela, on va obtenir donc du glucose qu'on va donc faire fermenter et distiller pour obtenir donc de l'éthanol. À partir de cet éthanol, on va obtenir donc de l'éthylène. Donc, c'est le même éthylène qui sera donc obtenu à partir donc de ressources pétrosourcées. Et cet éthylène, donc, qui sera polymérisé pour obtenir donc du polyéthylène, qui lui-même sera mis en forme pour obtenir, par exemple, ici donc des bouteilles. Alors ici, c'est vrai on obtient donc un polyéthylène qu'on appelle donc green polyéthylène, mais c'est vrai que ça pose également le même problème. On a les mêmes problématiques concernant donc la gestion de leur fin de vie, qui soit donc biosourcée ou pétrosourcée. Donc, d'où l'idée ici donc, de partir donc, sous des matériaux biosourcés, on va dire donc, plus originels. Donc là, on va partir donc, de polymères à base donc, de cellulose. Donc la cellulose, on va l'extraire ici donc, du bois. Et à partir de différents traitements, donc qu'ils soient mécaniques ou chimiques, on peut obtenir ici différents polymères, donc de la viscose par des traitements chimiques d'estérification ou de l'acétate de cellulose par des traitements chimiques d'éthérification. Donc là, je vous ai mis ici donc, deux images, 2 photos, où à gauche, ici, vous voyez donc, un emballage à base donc, de viscose, et ça, c'est très utilisé donc, au Japon, donc c'est les fameux Furushoki. Et je vous ai mis ici donc, une photo avec des fils d'acétate de cellulose. On peut également obtenir donc, des matériaux biosourcés à partir d'amidon, donc à partir d'amidon, de maïs, de blé, de pommes de terre, ou encore donc, des déchets de l'industrie agroalimentaire. Alors, par contre, quand on parle d'amidon, ici, donc, les propriétés du polymère qu'on va obtenir va fortement donc, dépendre de l'origine de la source végétale. Tout simplement parce que l'amidon, c'est un mélange d'amylose et d'amylopectine, et en fonction donc, de la provenance du végétal ici, on a donc des proportions qui sont différentes. Et concernant donc, la mise en forme par voie fondue donc, de polymères à base d'amidon, c'est vrai qu'il faut rajouter donc, des plastifiants qui vont donc permettre de diminuer ici la température donc, de dégradation de ces polymères. Donc avec ce type donc, de polymère, on peut obtenir donc, des sacs ou des films ou des flacons comme je vous ai mis ici, donc obtenir donc, des corps ici.
Notre polymère ici qui est très utilisé, c'est le polyacide lactique. Donc ici, le polyacide lactique, donc c'est un polyester qui va être produit à partir donc de maïs ou de manioc. Donc il y a ici donc forte production aux États-Unis et également donc en Asie. Le procédé de production est le suivant. Donc on va partir donc de la plante pour obtenir ici donc de l'amidon ou du glucose. On va faire donc fermenter pour obtenir l'acide lactique. Donc cet acide lactique, on va le faire donc réagir pour obtenir donc le lactide sous forme donc de cycle. Et ce lactide, il sera polymérisé pour obtenir donc le fameux PLA. Ce qu'il faut savoir, c'est que le PLA, il est déjà très utilisé dans le domaine de l'emballage alimentaire pour faire des barquettes, pour faire donc des bouteilles ou encore donc des films souples. Enfin, donc, je vais vous présenter ici donc un dernier type de polymères donc biosourcés. Donc, c'est les PHA, les polyhydroxyalcanoates. Donc, pareil, donc on va partir ici donc de maïs, de canne à sucre, de sève également donc d'érable ou de déchets de l'industrie agroalimentaire. Et ce polymère-là, donc, il sera synthétisé à partir donc de bactéries, puisque ce polymère va constituer ici donc une source de stockage d'énergie et de carbone donc, pour ces bactéries. Et ça représente à peu près entre 30 à 80% donc, de la masse. Et actuellement, donc, les PHA donc, sont utilisés dans le domaine de l'emballage, également dans le domaine du biomédical, pour faire donc, différents systèmes, donc du matériel donc, pour structure, des implants ou encore donc, de l'encapsulation de principes actifs. Alors, donc là, pour finir la présentation, je vais vous faire donc, un état des lieux donc, des matériaux donc, biosourcés qui sont utilisés donc, dans le domaine donc, de l'emballage. Alors, ces matériaux présentent un certain nombre d'avantages. Donc, le premier, c'est qu'on a ici donc, une réduction du recours donc, aux ressources donc, pétrosourcées ici. Ça permet donc d'avoir donc, une indépendance énergétique donc, par rapport au pétrole. Un autre avantage ici, donc, c'est la valorisation donc, de produits de la biomasse. L'idée, quand même, c'est de partir donc, de coproduits ou de déchets qui ne sont pas utilisés donc, pour l'industrie donc, alimentaire. Ce que je vous ai montré également, c'est que ces matériaux donc biosourcés, avec ces derniers, on peut obtenir donc des polymères qui ont des structures donc identiques et mêmes propriétés que les matériaux donc pétrosourcés. Donc ça, c'est le cas pour le polyéthylène et pour le polyéthylène donc terephthalate. On peut avoir dans certains cas donc de nouvelles fonctionnalités telles que la biodégradabilité. Donc ça, c'est un intérêt donc du point de vue environnemental. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que ces matériaux-là sont relativement donc récents. Donc, il y a encore donc, des performances techniques et des améliorations donc, à entrevoir. Et pour finir, donc, ces matériaux-là présentent quand même donc, des inconvénients. Donc, le premier inconvénient, donc, c'est le coût, puisque ces matériaux-là quand même sont beaucoup plus chers que les matériaux donc, pétrosourcés qui sont actuellement donc, développés. Donc, on a un coût qui est entre 2 à 6 fois donc, plus élevé. Donc, ça s'explique ici donc, par un coût des matières premières et des procédés de fabrication et de transformation qui sont donc un peu plus chers. Après, cette différence, tout est relatif quand même, parce que cette différence entre les pétrosourcés et les biosourcés, donc, elle est amenée quand même à diminuer, tout simplement, premièrement, par l'augmentation donc, du coût du pétrole, puisque le pétrole quand même va devenir une source qui va se raréfier, et tout simplement donc, par le développement également donc, du marché donc, des biosourcés. Alors pour le moment, donc l'impact environnemental donc, de ces matériaux biosourcés est encore donc, mal connu. C'est vrai qu'il faudrait faire ici donc, des analyses assez poussées donc, de ce côté-là, en faisant donc, des analyses de cycle de vie, donc, par exemple. Et le dernier inconvénient ici, c'est la diversification ici donc, de ces ressources. Parce qu'ici, c'est qu'il ne faut pas quand même être en concurrence directe avec les produits donc, de la culture de l'alimentation humaine ou voire l'alimentation animale. Et l'idée, ce serait vraiment donc, de partir sur des déchets ou encore donc, des coproduits afin d'obtenir donc, de ces matériaux donc, biosourcés. Voilà, donc là, j'en ai fini pour ma présentation et je vais passer la main en fait à Tatiana donc, Boutovec qui va, elle, vous faire une présentation sur la fin de vie donc, des textiles. Merci. Bonjour, bonjour à tous. En fait, je vais vous présenter pas les résultats, mais une idée. Donc, la discussion est ouverte et participation aux réflexions est ouverte. D'abord, je me présente. Donc, je suis directrice de recherche au Centre de mise en forme des matériaux de l'École des mines de Paris. Et dans mon groupe, on travaille beaucoup sur les matériaux biosourcés. Et en particulier, on travaille beaucoup sur la cellulose et la dissolution de cellulose. Et récemment, on a inventé un nouveau matériau
à base de polysaccharides, donc les polymères naturels, qu'on appelle les bioaérogels. Et nous proposons d'utiliser les bioaérogels à base de cellulose pour le upcycling de textiles. Donc, je vous présente l'idée. D'abord, j'aimerais remercier Cyril qui a fait une belle présentation sur la filière textile et recyclage de textile. Juste pour un rappel, oui, textile, c'est un matériau très vieux, mais avec beaucoup de questions, beaucoup de challenges au niveau de recyclage. Là, voici, vous voyez le diagramme qui montre la production de fibres de textiles en fonction de différents types de textiles. Donc, il y a les fibres synthétiques ou les fibres à base de polymères naturels, la plupart de la cellulose, donc coton, ou les fibres qui étaient filées à base de solutions de cellulose, ou des autres fibres naturelles autres par rapport au coton, par exemple les fibres de lin et la laine, qui présente un petit pourcentage. Donc, dans ce diagramme, vous voyez que 60% de fibres sont à base de polymères synthétiques et autour de 40% à base de fibres naturelles, de matières naturelles, comme la plupart du temps la cellulose. Donc, vous connaissez tous que la population, il y a la croissance de population, il y a la demande de nouveaux vêtements, il y a ce qui est appelé fast fashion, donc la croissance de production de textiles de mode, mais qui utilisait la durée d'utilisation devient plus en plus faible. Donc, il y a la croissance de déchets et il y a très peu de déchets qui sont recyclés. La plupart des déchets, ça termine dans les décharges ou tout simplement elles sont brûlées. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec les déchets des textiles à part les brûler ou à part les envoyer dans les déchetteries? Il y a deux approches générales. Il y a l'approche qui est appelée reuse. Ça veut dire que donner le textile qui est utilisé à quelqu'un d'autre. Ça, c'est en quelque sorte, c'est second hand, l'approche second hand. Et l'autre approche, c'est recyclage. Il y a deux aspects dans le recyclage de textiles. Il y a l'approche downcycling. Ça veut dire que vous faites des matériaux de qualité qui est plus basse que le textile initial. Il est possible de faire le traitement mécanique de textile pour obtenir disons des matériaux d'isolation, mais de grade pas très haute, de haute qualité, ou des autres, de couvertures de basse qualité, par exemple. Il est aussi possible de recycler, disons, chimiquement les textiles. Si le textile est à base de polymères thermoplastiques, il est possible de refondre les fibres et filer de nouvelles fibres. Ou si le textile est à base de cellulose, par exemple, les fibres qui étaient filées à base de solutions de cellulose, il est possible de redissoudre et faire des nouvelles fibres. Pourquoi c'est downcycling? Parce que si vous faites si les fibres sont refondues ou redissoutes, la qualité des fibres baisse de façon assez importante parce que d'habitude, il y a une dégradation de polymères pendant ce procédé. La masse moléculaire de polymères devient plus basse et les propriétés mécaniques de fibres deviennent plus faibles. Il y a une option de upcycling de textile si le textile est à base de coton. En fait, coton, c'est la cellulose de haute masse moléculaire.
et il est possible de dissoudre le coton avec le procédé viscose qui, dans tous les cas, demande la baisse de masse moléculaire de cellulose et donc de filer de nouvelles fibres. Le problème dans le recyclage de textiles modernes est que beaucoup de textiles sont multicomposants. Par exemple, ce qui est bien connu, c'est le polycoton, qui est à base de cellulose et polyester. Le problème d'un recyclage de ce type de textile est qu'il n'y a pas de solvant commun pour cellulose ou polyester. Cellulose ne peut pas être fondue et le polyester peut être fondu. Donc, le cellulose est brûlé et pas fondu. Et la séparation mécanique ne marche pas parce que dans un textile par type polycoton, les fibres de différents types sont très, très mélangées, c'est difficile à les, c'est presque impossible de les dispatcher par le voie mécanique. Donc, comment séparer les textiles qui sont à base de matières différentes et qu'est-ce qu'on peut faire après? Il y avait récemment 2 projets européens, 2 projets qui utilisent différentes approches. Donc, une approche, c'est utiliser de nouveaux solvants pour la cellulose. Donc, prendre le textile type polycoton, faire une dissolution sélective de cellulose et après filer de nouvelles fibres cellulosiques type viscose et réutiliser polyester qui reste. Et une autre approche, c'est utiliser des enzymes pour dégrader tous les composants de textiles multicomposants, la cellulose, la laine et le polyester. Pour chaque type, il y a ses propres enzymes. Vous dégradez complètement la matière jusqu'à petites molécules et après vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec petites molécules. Vous pouvez refaire la polymérisation ou utiliser pour autre chose. Qu'est-ce on propose de faire avec le textile à base de matières multicomposantes? Nous, on propose de faire les bioaérogels à base de cellulose qui sera dissoute, cellulose ou peut-être la laine, personne ne l'avait essayé, et réutiliser polyester. Donc, qu'est-ce que c'est un bioaérogel? Donc, le bioaérogel, c'est une nouvelle matière que nous, on a développée dans notre laboratoire. C'est à base de polysaccharides à 100%. Il n'y a pas de matière toxique. Ce sont des matériaux très légers avec la densité autour de 0,1 g par centimètre cube. Donc, très poreux avec la porosité plus que 95%. Nanostructuré, par regarder une petite échelle d'image qui montre la structure interne du bioaérogel et avec très haute surface spécifique. Qu'est-ce que c'est la surface spécifique? C'est la somme des surfaces de toutes les pores qui sont dans cette matière. Et ce qu'on propose à faire, à utiliser ces aérogels, en particulier à base de cellulose, ils peuvent être utilisés comme conteneurs de principes actifs qui peuvent être libérés en fonction de changements d'environnement, par exemple. Donc, ça peut être utilisé dans des domaines pharmaceutiques, cosmétiques, dans alimentaire, agroalimentaire, agriculture, et ça peut être aussi utilisé dans packaging, comme c'est en matière, et c'est en matière à 100% biosourcée et biodégradable. Donc, on vient de monter un projet qui est financé par Carnonine. Vous voyez les partenaires de ce projet-là. Et nous, en fait, on cherche des contacts avec des entreprises de textile ou des end users des aérogels à base de cellulose, par exemple, pour travailler, pour nous donner des échantillons, travailler ensemble en futur pour des applications de ce type de nouveaux matériaux. Je vous remercie beaucoup et je donne la parole à notre animatrice, à Marine. Merci beaucoup, Anna, pour votre intervention. Effectivement, alors on a eu quelques questions dans le chat en attendant, donc j'invite nos intervenants à
à réactiver en tout cas leur caméra. On va pouvoir lancer les questions. Alors, on a une question sur la possibilité d'accéder aux présentations. Déjà, peut-être, on n'a effectivement pas abordé en amont. Alors, est-ce qu'on peut transmettre les présentations telles quelles aux participants, ou ce qui se fait aussi de plus en plus, c'est de le faire sur demande des participants. Donc, je vous invite à me dire quel est votre sentiment par rapport à ça. Moi, personnellement, ça ne me gêne pas de la faire diffuser. Pas de problème pour moi. C'est pareil, pas de souci. Ok, parfait. Bah, écoutez, dans ce cas-là, on va les mettre en téléchargement dans l'interface. Vous allez pouvoir les récupérer directement. Je vous expliquerai comment faire un petit peu plus tard. Donc, une question de Léopolda, plutôt pour Lilian, typiquement. Parmi les matériaux biosourcés présentés par Lilian, lesquels sont biodégradables? C'est plutôt pour Fabrice, donc je vais laisser Fabrice Bourvé de l'IMP répondre. Oui, alors les matériaux biosourcés présentés, donc lesquels sont biodégradables. Alors parmi tous les matériaux que j'ai présentés, que ce soit le PLA, les PHA, les polymères à base de cellulose et d'amidon, ceux-là, ils sont biodégradables. Après, ce qui n'est pas biodégradable, c'est ce qui ont les mêmes structures que les matériaux issus des ressources pétrosourcées, c'est le polyéthylène terephthalate. Parfait, merci de cette réponse. Une question de Pierre, à partir de combien de pourcents de matériaux biosourcés en emballage est-il considéré comme biosourcé et y a-t-il une législation européenne? Ça, c'est une bonne question. C'est que là, comme ça, je n'ai pas la réponse à cette question. C'est que au niveau de la législation, je sais qu'il y a quand même comment ça s'appelle, des logos où il faut avoir un certain pourcentage donc, de biosourcés. Après, c'est vrai, on va considérer un matériau biosourcé quand il a à peu près 75% ici, donc en masse ici, donc de produits issus de matières biosourcées. Après, que dit la législation européenne là-dessus, ouais, je n'ai pas la réponse actuellement. Je ne peux pas vous en dire plus. Merci beaucoup de cette réponse. Alors, il y a une question qui a été envoyée en avance par les participants pour Cyril. Est-ce que les méthodologies que tu as présentées peuvent s'appliquer à tout type de produit? Oui, ok. Oui, en fait, ce type de méthodologie peut s'appliquer à tout type de produits, voire même à des services ou des process. En fait, l'idée, c'est de bien adapter les méthodologies à la stratégie que veut développer l'entreprise, à son secteur d'activité. Et il y a pas mal d'infos quand on parle de méthodologie d'éco-conception. J'ai vu notamment dans les commentaires qu'il y avait un commentaire qui avait été diffusé sur des outils et des guides en ligne qui existent et qui sont publiés notamment par EcoTLC, enfin par Refashion, qui est le nouveau nom de l'éco-organisme appliqué au textile et à la chaussure. Et effectivement, on trouve pas mal d'informations déjà disponibles en ligne sur des méthodologies d'éco-conception. Et après, nous, dans les méthodologies qu'on développe pour accompagner les entreprises à devenir un peu autonomes sur ces thématiques, effectivement, ça s'applique à tout type de produit à partir du moment où on a bien défini avec l'entreprise quelle est sa stratégie, jusqu'où elle veut aller, et qu'on a bien fait un diagnostic environnemental qui est le point de départ à côté duquel on ne peut pas passer. Merci Cyril de votre réponse. Alors, on a une question pour Fabrice. Quelle durée nécessaire pour atteindre la biodégradabilité? Ces matériaux sont-ils compostables à la maison ou dans des conditions industrielles spécifiques? Question de Léopolda. Ouais, ça c'est une bonne question. C'est vrai que c'est le PLA que j'ai présenté. Pour ça, on entre dans les détails scientifiques. Parce que le PLA, c'est un matériau qui a une température de transition vitrose aux alentours de 60 degrés Celsius. C'est-à-dire qu'à une température inférieure à 60 degrés, il va prendre beaucoup plus de temps pour se décomposer. Et après, c'est pour ça qu'en général, si on fait ça dans le domaine privé, c'est que le PLA aura du mal en fait, à se dégrader. Ce qui se passe en fait, c'est qu'on va récupérer donc, ce type donc, de polymère et on va faire ici donc, des composts, mais plutôt de façon industrielle, en chauffant, en allant les températures supérieures à 60 degrés. Et là, on aura un polymère qui va se dégrader, je ne sais plus la durée, mais bon, mais ça peut aller jusqu'à, je crois, 6 mois, je crois, dans des conditions 60 degrés et en humidité également.
Merci de cette réponse. Alors, on va prendre une question de Joséphine. Sur quels critères un matériau biosourcé va-t-elle considéré comme respectueux de l'environnement? Et ça, c'est voilà, c'est ce que je disais. Ça, c'est il faut prendre en compte les cycles de vie. D'accord, faut faire des AVC, analyse de cycle de vie en fait pour vraiment prendre tous les paramètres. Donc, pour considérer qu'un matériau sera respectueux de l'environnement. Après, c'est vrai que ces matériaux-là, comparativement aux biosourcés, il y a une plus-value. C'est vrai qu'ils sont plus respectueux de l'environnement que les matériaux pétrosourcés. Mais c'est vrai que ces matériaux-là ne sont pas non plus. Il n'y a pas aucune conséquence en fait par rapport à l'environnement. Il faut prendre en compte, il faut faire une analyse de cycle de vie pour avoir ces paramètres-là. Si je peux compléter, quand on parle de méthodologie d'éco-conception ou d'analyse de cycle de vie, en fait, un matériau qui soit biosourcé ou pas, il va avoir un impact sur l'environnement. Donc, le matériau respectueux de l'environnement, en soi, ça n'existe pas. À partir du moment où vous mettez en place une démarche avec un matériau, il va y avoir des impacts sur l'environnement. Et comme le disait bien Fabrice, c'est pas forcément parce qu'un matériau est biosourcé qu'il est pertinent d'un point de vue environnemental parce qu'il y a des problématiques de maturité des filières et de ces choses comme ça. Donc, dans les termes, après, quand on valorise ces démarches-là, il faut faire attention aussi aux termes qui sont utilisés. La communication environnementale, c'est quelque chose qui est réglementé. Et dire qu'on utilise des matériaux respectueux de l'environnement, en soi, ça ne veut rien dire. Merci de ce complément. Alors, on a une question de Anna. Comment assurer qu'un produit biodégradable est compostable? C'est toujours. Comment s'assurer qu'un produit biodégradable est compostable? Il y a les normes pour la compostabilité. Il y a les normes européennes. Un produit biodégradable n'est pas forcément compostable si on entend le compost au fond de son jardin, en fait. C'est ce que disait Fabrice tout à l'heure. Il y a des cadres liés à la température et donc la thématique du produit biodégradable, c'est souvent, encore une fois, ça, quand on parle de communication environnementale, il y a des définitions qui sont intégrées. Quand on parle de produits biodégradables, il faut préciser sous quelles conditions. Et donc, à terme, si on prend sur une échelle de temps de plusieurs siècles, pratiquement tout, finalement, est biodégradable. Mais effectivement, là, un produit, que ce soit un packaging issu de matières biosourcées ou pas, dans quel cadre il est biodégradable, il faut bien le définir. Et donc, un produit biodégradable n'est pas forcément compostable quand on entend le compost au fond du jardin. Oui, ça c'est le cas pour le PLA d'ailleurs. C'est quand on considère que le PLA il est biodégradable, mais je pense que le PLA plutôt le met dans la catégorie biocompostable. Dans le compost industriel. Hein. Comment? Dans le compost industriel. Merci pour ces retours. Alors, une question pour Tatiana. Est-ce que la dissolution de cellulose est compliquée? Quel solvant utiliser? La dissolution de cellulose est bien connue depuis plus qu'un siècle, hein, parce que c'est comme ça les fibres sont filées. Les fibres de viscose sont faites à base de cellulose qui est dissoute. Ce que nous on propose, c'est plus simple que utiliser le procédé viscose qui est assez polluant. C'est utiliser des liquides ioniques, mais c'est plus cher, en sachant que maintenant il y a les procédés qui sont développés pour récupérer des liquides ioniques, donc ce nouveau solvant. Merci pour votre réponse. Alors, une question pour Fabrice. Quelle est la répartition de polymères biosourcés biodégradables et polymères biosourcés non biodégradables actuellement? Actuellement, les chiffres que j'ai datent de 2017. C'est aux alentours de 60% de non biodégradables et 40% de biodégradables. Merci beaucoup. Alors, une question pour Cyril. Comment implanter dans l'entreprise une stratégie d'éco-innovation de façon pragmatique?
De façon pragmatique, c'est que en fait aujourd'hui, c'est comme je disais tout à l'heure, on trouve beaucoup d'informations disponibles un peu de partout. Après, encore une fois, il faut pouvoir justement adapter ça à la stratégie de l'entreprise. Donc, pour moi, le côté pragmatique, je l'entends comme comment implanter une stratégie d'éco-innovation ou d'éco-conception qui soit adaptée à la culture, au mode de fonctionnement de l'entreprise. Et souvent, l'éco-conception, dans un premier temps, ou les stratégies d'éco-innovation, c'est aussi des démarches qui sont liées au bon sens. Donc, faut peut-être pas vouloir aller trop vite, trop loin, et du coup se retrouver avec des choses qu'on n'arrive pas à gérer au bout de quelques temps, mais vraiment identifier la façon dont fonctionne l'entreprise pour que la stratégie qui est développée, elle corresponde à la stratégie globale de l'entreprise. Et deuxième chose qui est importante, c'est vraiment d'essayer d'associer au plus vite l'ensemble des services ou des représentants de l'ensemble des services de l'entreprise. Parce que typiquement, si vous mettez en place une stratégie d'éco-conception ou d'éco-innovation, mais que vous mettez pas dans la boucle les services marketing ou le commercial, vous allez après avoir du mal à valoriser ça et vous allez avoir du mal à l'expliquer à vos clients, aux consommateurs. Donc, pour moi, la façon pragmatique, c'est faire les choses en prenant le temps et en partant de principes de bon sens et oublier personne dans l'entreprise. Merci beaucoup, Cyril. Alors, une question de Tan. Quel commentaire feriez-vous sur le recyclage matière non biodégradable comme le PET, par exemple les bouteilles de plastique recyclées en matière textile? Il ne s'agit pas de matière biosourcée, mais la démarche n'est-elle pas éco-responsable? Oui, après, ça, moi, pour répondre à cette question-là, je dirais que c'est une démarche de toute façon d'éco-conception également, quoi. Donc, je sais que le PET, si on le prend pour, comment dire ça, pour le réutiliser ou le recycler plutôt, donc pour faire d'une autre matière, de toute façon, mais par rapport à une démarche écologique, on est dans le positif, hein, là. Donc après, oui, si c'est pas nécessaire d'avoir quelque chose de biodégradable, si on arrive à le recycler et à faire autre chose, ben, pourquoi pas. Après, le but c'est l'objet en fait qui sera donc réalisé donc après recyclage. C'est qu'est-ce que sera sa fin de vie, c'est surtout ça en fait. Donc après, il faut prendre en compte donc plusieurs paramètres pour l'analyse de cycle de vie de ce PET. Ok, parfait. Alors, je vais publier le commentaire de Didier qui a trait à la norme 13400. Oui, j'ai vérifié. En fait, je viens de vérifier, en fait. Ouais, c'est pas 6 mois, mais c'est à peu près 2 mois. Pour 2 mois, on va dire à 60 degrés, 80% d'humidité pour que le PLA soit biodégradable. Parfait. Merci beaucoup. Alors, je vous invite à poser les questions que vous pourriez avoir encore à nos intervenants. On va bientôt clôturer la session. Ce que je vais faire en attendant, c'est que je vais simplement mettre les slides du coup en téléchargement, puisque vous êtes tous d'accord pour qu'on puisse les télécharger. Donc, je vais vous demander quelques secondes le temps que je partage les fichiers. Et ensuite, je vais vous montrer comment on peut les récupérer dans l'interface. Alors, pour faire cela, je vais reprendre ma présentation du début qui est là. Voilà. Donc, vous allez pouvoir télécharger les présentations qui ont été mises à votre disposition suite à l'accord des intervenants. Donc, vous avez simplement à vous rendre dans le tableau d'événements, ici. Et vous allez avoir 2 onglets. Le premier, c'est les infos sur le webinaire. Le deuxième, ce sont les fichiers partagés. Et là, si tout va bien, vous devriez avoir dans les fichiers partagés les 3 présentations. Est-ce que Lilian, tu veux que je mette aussi la présentation que tu as faite? Oui, tu peux, sans problème aussi. Ok, alors je vais aussi vous partager celle-là. Voilà. Peut-être rappeler aussi l'événement, si vous souhaitez rencontrer d'autres experts comme ceux que vous avez écoutés aujourd'hui, c'est-à-dire Fabrice, Tatiana ou Cyril. Donc il y a un événement national sur Lyon, là, le 18 et 19 novembre. Donc on vous invite tous à venir nous rencontrer. Vous verrez
au-delà des experts, vous verrez aussi des démonstrateurs, des preuves de concept réalisées par ces mêmes experts dans les laboratoires qui pourront peut-être vous inspirer pour vos propres projets en interne dans l'entreprise. Voilà, on vous invite le 18-19 novembre sur Lyon au rendez-vous Carnot. Ok, parfait. Eh bien, on n'a pas de nouvelles questions dans le chat pour l'instant. Donc, si vous n'en avez pas, on va vous laisser quelques instants pour télécharger les présentations. Et moi, je remercie tous les intervenants pour leur participation. Et écoutez, on va bientôt clôturer le webinaire. Vous pouvez, si vous le souhaitez, couper votre webcam et votre micro. On va laisser la salle un petit peu ouverte pour les téléchargements. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt pour un prochain webinaire. Merci à vous. Bonne journée à tous. Merci. Au revoir.